Ramadis, le mystérieux roi de Thaïlande, signé Anne Simoneau. Mystérieux pour ne pas dire atypique et peut-être même dérangeant dans l'histoire de la monarchie thaïlandaise. C'est en tout cas ce que nous dit le film et cela mérite d'être interrogé. On va se poser la question avec nos invités. Un face-à-face aujourd'hui, regard croisé sur la Thaïlande. Eugénie Merriot, bienvenue. Vous êtes politologue et constitutionnaliste, spécialiste de la politique de la Thaïlande, autrice de nombreux ouvrages sur le royaume, ses institutions et ses oppositions. Les chemises rouges de la Thaïlande, idées reçues sur la Thaïlande. Mais je vais citer votre tout dernier ouvrage, Constitution, paru chez Anna Mossa. Richard Verly, bienvenue à vous également. Merci. Et merci d'être ici, journaliste, éditorialiste international du quotidien suisse Blick. Vous connaissez très bien la Thaïlande pour y avoir été correspondant pendant 10 ans. Vous venez de publier ce livre, Cette Amérique qui nous déteste, aux éditions Nevi Kata. Merci à tous les deux d'être ici. En sortant de ce documentaire, j'ai le sentiment qu'on découvre un visage de la Thaïlande que peu connaissent, même ceux qui y partent en vacances, et ils sont nombreux. On est bien sûr intrigué par la personnalité du roi, mais on s'interroge surtout sur le type de régime qu'il semble installer depuis quelques années. Une monarchie avec des élections, certes, mais aux accents un peu dictatoriaux. Eugénie Merriot, est-ce que la Thaïlande serait une démocratie de façade ? Merci beaucoup pour la question. Alors, on pourrait avoir une réponse extrêmement longue de plusieurs heures. Je vais essayer d'être assez brève. Et vous avez quand même quelques minutes. Voilà, j'ai quelques minutes. On peut dire que la Thaïlande est une démocratie tutélaire. Qu'est-ce qu'une démocratie tutélaire ? C'est une démocratie dans laquelle, en effet, il y a une constitution, il y a des élections, mais il y a des pouvoirs de veto qui sont des pouvoirs de veto par des autorités politiques non élues. Typiquement, la monarchie thaïlandaise est un pouvoir de veto. Et cela se traduit notamment par le fait que les élections doivent avoir 2 validations. Une première validation par les urnes et puis ensuite la validation du monarque. C'est-à-dire qu'un Premier ministre qui perd la confiance du roi perd également généralement son poste de Premier ministre. Mais alors les choses sont en effet dans une certaine mesure dissimulées dans la mesure où les institutions thaïlandaises ont été pensées de manière très sophistiquée d'ailleurs pour habiller cette démocratie tutélaire sous des formes beaucoup plus démocratiques, parlementaristes, traditionnelles. Mais il y a toute une série de mécanismes constitutionnels qui permettent en effet au roi d'avoir ce pouvoir de veto. Surtout, il est appuyé dans cet exercice du pouvoir de veto par une institution qui est clé, qui est au cœur du régime, qui est la Cour constitutionnelle, la justice constitutionnelle, qui va se faire l'auxiliaire du pouvoir royal pour démettre les premiers ministres, dissoudre les partis politiques qui remportent les élections et empêcher aux partis politiques ayant remporté les élections de former des gouvernements. Tout ceci en utilisant des règles constitutionnelles qui sont dans la Constitution et qui, a priori, à première vue, en tout cas lorsque l'on ne va pas dans le détail, ressemblent très fortement à ce que l'on trouve dans les démocraties parlementaires. Bien sûr, on va en parler même dans un instant. Richard Verly, c'est vrai que le film nous donne l'impression quand même, non pas d'une dictature, mais peut-être d'une théocratie. Est-ce que vous avez trouvé que c'était exagéré ? Alors, je pense à titre personnel que le mot dictature et théocratie sont 2 mots trop forts. Mais par contre, ce qu'a dit Eugénie est très juste. Alors, l'expression démocratie tutélaire me paraît appropriée. Moi, j'ai plutôt l'habitude de parler de démocratie à demi-cuite. C'est une démocratie qui n'est pas complètement cuite. C'est-à-dire, vous avez... Non, parce que vous avez un vrai débat au sein de la société thaïlandaise, je dirais presque une vraie liberté d'expression sur énormément de sujets. Vous avez la capacité pour les Thaïlandais de voyager librement à l'étranger, c'est quand même très important aujourd'hui. Vous avez des influences extérieures qui sont acceptées. Par contre, là où Eugénie a raison, ça bute sur 2 pouvoirs qui sont institués, qui sont solidement arrimés et qui se perçoivent comme les garants de la stabilité du pays, c'est-à-dire d'un côté la monarchie, de l'autre l'armée, et les 2 vont ensemble. Donc effectivement, c'est une démocratie sous tutelle. Alors après, tout le jeu des politiciens, quelles que soient les générations, et bien évidemment ça change aujourd'hui beaucoup avec les nouveaux comportements politiques, avec les réseaux sociaux, etc. Ça va être de pousser cette tutelle, en quelque sorte, d'essayer d'avoir le plus de marge de manœuvre possible. Certains politiciens dans le passé y ont assez bien réussi à essayer de cantonner la monarchie dans un rôle, on va dire, de surveillance passive, ainsi que l'armée. En général, ce qui se passe toujours à un moment donné, c'est que l'armée revient au pouvoir. Vous savez que la Thaïlande a le record des coups d'État militaires dans la région en Asie du Sud-Est. Donc oui, mais n'oublions pas le fait que ça reste une société ouverte, ce qui n'est pas le cas des dictatures en général. C'est une société ouverte. C'est une société où le contrôle social, sauf
sur le sujet délicat de la monarchie est un contrôle social, je dirais, assez soft. Donc le pays respire, il y a de l'oxygène démocratique, mais par contre, ce n'est clairement pas une démocratie à l'occidentale. Parce que c'est vrai que ce qui est frappant et qu'on découvre dans le film, c'est que le roi a quand même réussi à tenir le pays, notamment à distance, en vivant, par exemple, en Allemagne. Donc c'est vrai qu'on s'interroge un peu sur ses soutiens. Est-ce que ces soutiens, ce sont donc l'armée, comme vous venez de le dire, mais aussi l'oligarchie, Eugénie Mérieux ? Alors, le père du roi Vajiralongkorn, donc Rama IX, Bhumibol Adulyadej, avait énormément de soutien parmi la population. Ce soutien s'était construit au fil des années, depuis les années 50, avec l'aide des États-Unis. Les États-Unis avaient choisi la Thaïlande dans la région pour être le pilier de leur stratégie de containment contre le communisme. Et l'un des piliers qu'ils avaient, à raison d'ailleurs, puisque ça a fonctionné identifié, était le sentiment monarchique chez les Thaïlandais, qui permettait donc d'être opposés au sentiment communiste et en faisant jouer également le sentiment religieux bouddhisme, parce que bouddhisme et monarchie sont extrêmement liés. Il y a en effet un rôle très très proche, très très étroit entre la monarchie et le bouddhisme, notamment par la nomination du patriarche suprême, et ensuite toutes les cérémonies qui entourent la monarchie sont en effet des cérémonies bouddhiques. Donc il y a cette idée que le roi est un roi vertueux au sens bouddhique, un roi qui fait preuve de restreinte, de retenue, qui est l'anticapitalisme. Enfin, toutes ces idées-là ont été construites autour du roi, justement pour s'assurer que le communisme n'ait pas de foyer favorable pour se développer en Thaïlande. Et ça a fonctionné. Alors, il n'y a pas eu, évidemment, que le sentiment monarchique et religieux que les États-Unis ont favorisé. Ils ont aussi donné énormément d'argent à l'armée. D'accord. Et ils ont créé, ce faisant, ce qu'on pourrait appeler un État dans l'État, c'est-à-dire que le budget de l'armée est devenu beaucoup plus important que le budget du gouvernement civil. Donc vous avez une architecture qui s'est construite au moment de la guerre froide avec ces arrivées massives de financement depuis les États-Unis, qui ont érigé l'armée en sorte de pouvoir de veto. Et c'est de ce moment-là, véritablement, que l'armée a pu s'autonomiser par rapport au gouvernement civil. Dans le même temps, le gouvernement civil était pris entre deux feux, entre l'armée et la monarchie. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement civil n'a pas pu s'institutionnaliser en Thaïlande depuis la guerre froide. D'accord. Et au fond, qui soutient le roi dans le pays ? Il y a cette histoire de chemise jaune, chemise rouge, ceux qui sont plutôt d'une classe favorisée, qui semblent soutenir, en classe favorisée, éduquée, qui semblent soutenir le roi, et une classe plus défavorisée qui semble moins soutenir le roi. Est-ce que, même c'est géographique, est-ce que dans le sud on soutient moins le roi que dans le nord, Richard Verly ? Alors moi, je ne ferai pas la différence entre classe populaire et élite au niveau du soutien de la monarchie, parce qu'il faut s'entendre sur le terme. Soutien de la monarchie... Pas de la monarchie, du roi, précisément. C'est pas tout à fait pareil. Soutien du roi comme figure tutélaire de la monarchie, je pense que la monarchie est populaire en Thaïlande. D'accord. La monarchie est populaire en Thaïlande. Les Thaïlandais, d'ailleurs... Alors, il y a eu, dans l'histoire, attention, il y a eu des courants politiques pro-républicains. Ça a existé. Il y a des politiciens qui se sont battus pour la République. Je pense notamment un politicien, Phridipa Nomyong, qui d'ailleurs était exilé ici en France, à Antony, qui s'est battu pour la République. Mais grosso modo, les Thaïlandais considèrent la monarchie comme le système naturel de leur pays et de leur royaume. Après, vous avez effectivement deux éléments qu'il faut prendre en compte. Comme dans tous les pays dirigés par une monarchie ainsi influente, il y en a quelques-uns qui ne sont pas très loin de la France, je pense au Maroc par exemple, vous avez autour de la monarchie une caste, une élite, qui bien évidemment, dont les intérêts politiques, économiques, personnels, sont liés à cette monarchie. C'est le cas en Thaïlande. Ça, on pourrait parler, c'est un terme aujourd'hui qu'on emploie beaucoup, d'oligarques, en quelque sorte. Il y a des oligarques thaïlandais qui ont partie prenante avec la monarchie. C'est ce qu'on appelle les chemises jaunes, c'est-à-dire ceux qui sont de la couleur. Alors, les chemises jaunes, c'est différent. Les chemises jaunes, c'est le mouvement politique qui défend, le roi, qui prétend défendre la monarchie et le roi plus que les autres. Voilà, qui a comme programme politique le maintien absolu de la monarchie. Versus la les chemises rouges, voilà, qui le défendent beaucoup moins. Qui contestent cette primauté, mais qui ne sont pas pour autant anti-monarchie. C'est-à-dire, si vous dites à des chemises rouges, est-ce que vous êtes contre le roi ? Certains peut-être vont vous le dire, mais... Ce ne sont pas des révolutionnaires. Donc, vous avez une oligarchie qui clairement est liée à la monarchie, et puis vous avez une population qui, elle, attend de la monarchie la stabilité,
et elle l'a plutôt obtenu, on pourra en reparler, qui attend de la monarchie la paix dans le pays et qui attend quand même une forme de redistribution. Et c'est ce qu'avait su bien faire le roi précédent, Rama IX, c'est-à-dire instaurer cette redistribution, faire en sorte que la monarchie soit très présente sur le terrain social, le terrain du développement, notamment à travers des images qu'on a beaucoup vues. Et ça jouait un rôle dans cette réputation d'une monarchie proche des gens. Quelle est la réalité ? Elle n'était pas celle-là, exactement, mais le roi précédent, le père du souverain actuel, avait réussi à faire de cette image l'image qu'on lui prêtait. Chemise jaune, chemise rouge, c'est votre sujet aussi, Eugénie Merriot. Alors oui, j'ai écrit des livres sur ce sujet, mais aussi sur la question de la différence entre dictature et démocratie, donc on pourra y revenir. J'ai beaucoup de choses à dire, mais sur les chemises rouges, chemises jaunes, ça c'est terminé, c'est le passé. C'était par rapport à Bhumibol, donc le roi précédent. Donc il y avait un soutien pour la monarchie à l'époque du roi Bhumibol, mais depuis que c'est le nouveau roi, le roi Vajiralongkorn, qui est sur le trône, on peut dire que ce clivage-là, il est dépassé. Le clivage jaune-rouge, dans la mesure où vous n'avez quasiment plus de chemise jaune dans ce pays. D'ailleurs, on l'a vu, donc, de soutien fervent à la monarchie, parce que ce soutien, en fait, il était attaché à la personne du roi précédent. Rama IX. De Rama IX. Mais alors avec que Rama X, il n'y a plus de chemise jaune. Il n'y a quasiment plus de chemise jaune. Et d'ailleurs, on l'a vu lors des dernières élections, celle de 2023, où il y avait un parti royaliste qui a fait le score le plus bas de l'histoire des élections. Et donc, il est vraiment, c'est un parti qui a fait dans les 1%. Donc, ce parti-là, qui représentait les intérêts des chemises jaunes, est complètement balayé. Dans le même temps, le parti qui a remporté les élections de 2023, c'est le parti Orange, qui s'appelle désormais le Parti du Peuple, qui, lui, est un parti qui proposait justement de dépasser le clivage jaune-rouge en proposant une réforme drastique de la monarchie et de l'armée et de sortir justement de ce soutien à la monarchie en réformant et en abolissant, en abrogeant la loi de lèse-majesté. C'est le premier parti de Thaïlande qui a fait quasiment une majorité absolue avec quasiment 15 millions de voix. Donc, est-ce que c'est un pays stable politiquement, la Thaïlande ? Vous parliez des coups d'État, une douzaine de coups d'État, je crois, depuis... Plus que ça, une vingtaine. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, je pense qu'on est à une vingtaine de coups d'État. On peut considérer que le pays est stable politiquement ? Alors c'est tout le paradoxe. Vous faites peut-être partie de ces gens qui sont allés en Thaïlande. Il y a beaucoup de Français qui connaissent la Thaïlande et qui s'y rendent en vacances. La stabilité sociale, la stabilité politique au sens où les institutions continuent de fonctionner, au sens où le pays tourne, elle existe. Elle est au rendez-vous. Depuis quasiment les années 50. Il y a eu, par contre, deux épisodes très violents qu'il faut bien avoir en tête. Il y a eu un épisode, et le film en parle, dans les années 70, à la fin des années 70, ça correspond à la fin de la guerre du Vietnam. Il y a une insurrection communiste en Thaïlande et il y a surtout une révolte étudiante qui est durement réprimée, dans le sang. On voit les images dans le film, et ça appartient à l'histoire, c'est évident. Et à l'époque, le roi précédent, Rama IX, dont on en parle, donne sa bénédiction à cette répression, et on entre dans une phase de gouvernement militaire très dur. Et puis il y a une deuxième période, c'est le début des années 90, où vous avez à nouveau ce type de cassure. Là, ce n'est plus une révolte seulement étudiante, mais l'armée se retrouve confrontée à la contestation de la population. Ça se termine, heureusement, c'est moins sanglant, beaucoup moins sanglant, et par des gouvernements qui vont faire allégeance ou qui vont composer avec la monarchie. Donc il y a régulièrement une intervention de l'armée dans les affaires publiques, soit pour protéger ses intérêts, soit pour protéger le roi, et c'est toujours au nom de la protection du roi. Par contre, le pays s'est développé, le pays a continué d'avancer, et donc de facto, si vous regardez de l'extérieur, je dis bien de l'extérieur, et surtout si vous le regardez à l'aune de la région, rappelons que c'est quand même une région où vous avez eu des séismes politiques énormes. Vous avez eu la guerre du Vietnam, vous avez eu la prise du pouvoir par les communistes, vous avez eu les insurrections des années 60, la prise du pouvoir des militaires en Indonésie, qui a fait des centaines de milliers de morts. La Thaïlande a réussi à préserver une forme de stabilité qui, peut nous paraître instable, mais qui, à l'aune de la région, est plutôt bonne, et s'est avérée bonne pour le pays. Elle fait figure d'exception, la Thaïlande, dans la région, Eugénie Merriot ? En matière de coups d'État militaires, pas spécialement. La région Asie du Sud-Est est une région dans laquelle il y a beaucoup de dictatures militaires. Le Myanmar s'est beaucoup inspiré d'ailleurs de la Thaïlande. Donc la Thaïlande a eu 13 coups d'État réussis depuis 1932, qui est le moment du passage de la monarchie absolue à la monarchie parlementaire. Et d'ailleurs, ça a été... Celle que vous évoquiez en début d'émission. Voilà, 1932, c'est d'ailleurs très inspiré par la France, puisque les premiers
révolutionnaire de 1932, Pridip Anomyong et ses amis, étaient venus étudier en France sous la Troisième République, et donc ils ont importé les idées françaises. Ils ont beaucoup aimé l'histoire de la Révolution française qu'on leur a enseigné dans les facultés. Donc Pridip Anomyong a fait ses études de droit à la faculté de Paris, puis à la faculté de Caen. Et ensuite, une fois de retour en Thaïlande, ils ont décidé de mettre en place cette révolution. Mais alors pas n'importe quelle révolution, une révolution appuyée par l'armée. Donc c'est aussi l'un des éléments qui fait que cette armée, elle a pu jouir d'un prestige très très grand parce que justement, elle est auréolée de ce rôle révolutionnaire en 1932. Et donc cette Thaïlande, en 1932, elle fait figure d'exception parce que c'est le pays qui n'a pas été colonisé. Dans la région Asie du Sud-Est, le seul et l'unique. En revanche, depuis 1932, il a une histoire de coup d'État, de gouvernance par état d'urgence qu'on retrouve dans toute la région. Mais d'ailleurs, à cet égard, et c'est un livre que j'ai écrit que vous n'avez pas cité qui s'appelle « Bricolage constitutionnel », qui montre bien que la Thaïlande, dans ses développements politiques et constitutionnels, est également emportée par des vagues mondiales, les vagues qu'on connaît de flux et de reflux de la démocratie dans le monde. Et c'est le cas notamment en 1958, donc en 1958, au moment où nous adoptons la constitution de la Ve République. Dans le monde entier, c'est une vague, c'est le moment, donc le début des années 60, où se développe le reflux de la démocratie. C'est-à-dire après 1945, il y a une grande diffusion de la démocratie dans le monde. Dans les années 60, on commence à avoir un reflux. Et nous, en 1958, c'est dans les années 60, on a l'article 16, on a toute une série de gouvernances par état d'urgence. Et la Thaïlande s'est beaucoup inspirée du général de Gaulle aussi en 1958, où justement le général Sarit Thanarat, qui est donc ce général extrêmement autoritaire, extrêmement violent, a fait 2 coups d'État, un premier en 57, un second en 58, et en 58, il dit « Moi, je veux faire de la Thaïlande une constitution calquée sur l'article 16 de la constitution de la Ve République. » Ah oui, donc inspiration directe. Directe. La Thaïlande a une constitution tous les 4 ans et demi en moyenne. Donc ils sont très très experts dans l'art du constitutionnalisme et en particulier du constitutionnalisme autoritaire. Et ça me permet de conclure sur cette idée que ça a diffusé dans l'Asie du Sud-Est. Le Myanmar, lorsqu'ils ont fait leur dernier coup d'État en 2021, en février 2021, les généraux du Myanmar ont dit « Eh bien, nous allons rédiger une nouvelle constitution. Là, nous avons seulement déclaré l'état d'urgence et nous allons mettre en place une nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution permet, au nom de la démocratie militante, la dissolution des partis politiques antidémocratiques. C'est ce qu'utilise la Thaïlande depuis les années 90 pour dissoudre les partis qui remportent les élections. Et le Myanmar fait la même chose. Et le Cambodge aussi, d'ailleurs. Alors, contester, même discrètement, Ramadis, serait-il en train de fragiliser la monarchie et même l'esprit monarchique thaïlandais dont vous parliez il y a un instant? Avant d'en parler avec vous, je voudrais que l'on réécoute cet intellectuel, monarchiste convaincu, convoqué et interrogé par le roi en personne. Il lui a fait part de ses craintes. On écoute un extrait. Lors de cette audience, il m'a posé 3 questions importantes. La première portait sur la survie de la monarchie en Thaïlande. La monarchie peut-elle perdurer dans ce pays? Je lui ai répondu que si la monarchie servait le bien-être de la population, elle pourrait continuer d'exister, mais que si elle agissait uniquement pour ses propres intérêts, elle serait en péril. Un Kalyana Mitra est un compagnon qui dit les choses qu'on n'a peut-être pas envie d'entendre, mais qui nous aide à voir la réalité. Malheureusement, le roi semble manquer de telles personnes. Il est tellement puissant et riche qu'il est difficile de l'aider à voir où il peut se tromper, et cela complique la correction de certaines erreurs. Est-ce que ce roi est mal entouré, Richard Verly? Il pose la question de l'entourage, cet homme. Alors moi, je ne sais pas qui entoure le roi de Thaïlande. Ce qui est certain, c'est qu'il semble disposer, peut-être par volonté, même sans doute par volonté, de moins de capteurs dans la société thaïlandaise que son père. Son père qui avait une grande habileté politique, puisqu'à la fois, il a toujours soutenu des gouvernements plutôt autoritaire, mais il restait en phase avec son peuple. Ce souverain-là, clairement, est peut-être moins intéressé par la politique au sens gestion du pays. Il y a un capteur qui quand même doit lui ramener des idées de France, c'est sa fille, la princesse Sirivanvari, qui vit une large partie de l'année en France, qui est une princesse que l'on voit beaucoup sur le devant de la scène en ce moment en Thaïlande. Elle fait notamment de la mode, de la joaillerie, etc. Donc peut-être que par son canal, c'est une question, moi je n'ai pas la réponse, il se tient quand même au courant, je dirais, des évolutions sociétales. Ce qui est sûr, c'est qu'on a 2 personnalités très différentes. Vous aviez auparavant le roi Rama IX qui a régné plus de 40 ans,
dont on peut dire, quoi qu'on en pense, qu'il était passionné par la société thaïlandaise et qu'il cherchait à comprendre et qu'il voulait lui imprimer un certain nombre de Et il était principes. très apprécié d'elle. Voilà, exactement. Ouais. Celui-ci, j'allais dire, il est moins, entre guillemets, politique, si vous entendez par politique le souci de la vie de la cité. Il marque une rupture, Ramadis, avec Rama IX et peut-être avec l'histoire de la monarchie thaïlandaise. Plusieurs écoles, une école de la continuité, une école de la rupture. Donc, pour l'école de la continuité, ce qu'a fait Rama IX, c'était déjà d'être au service non pas au service, mais de mettre l'armée à son service et de faire en sorte que les gouvernements civils soient toujours dans cette démocratie tutélaire. C'est-à-dire que les gouvernements civils ne puissent jamais s'émanciper à la fois de l'armée et de la monarchie. Et on peut dire que Rama X est dans la continuité dans cet aspect-là, c'est-à-dire la volonté de conserver la tutelle de la monarchie à la fois sur l'armée et sur les gouvernements civils. Mais la rupture, elle se situe dans le style. C'est-à-dire que, alors que Bhumipol le faisait de manière plutôt réussie, plutôt dissimulée, et que finalement, il arrivait à conserver autour de lui le soutien à la fois des cercles aristocratiques et puis de la population dans sa majorité, alors que le roi actuel n'y arrive pas du tout, ou très très peu. Il y a des institutions qui ont été créée par la monarchie pour s'assurer du contrôle de la monarchie sur la société. L'une de ces institutions, c'est le Conseil privé du roi, qui est une sorte de super conseil, type Conseil d'État, mais sans fonction contentieuse. Ce qui veut dire que quoi qu'il fasse, finalement, il y a des garde-fous autour de lui qui font que, même s'il peut un peu déranger sa population, même si parfois il peut faire scandale, il ne pourra pas aller bien loin parce qu'il est protégé par ce que vous dites ? Alors, garde-fou, non, plutôt auxiliaire. Donc, le Conseil privé du roi, c'est une institution qui peut nommer au sein de laquelle il peut nommer les personnes qu'il souhaite à vie. Donc c'est vraiment l'horizon pour l'ensemble de la classe politique thaïlandaise, en particulier des juges de la Cour constitutionnelle ou des juges de la Cour suprême, des militaires, donc tout le fonctionnariat, si vous voulez, les employés d'État, les fonctionnaires thaïlandais ont comme horizon d'être nommés un jour au Conseil privé du roi, puisque c'est une position à vie. C'est un petit peu comme les présidents de la République lorsqu'ils sont nommés au Conseil constitutionnel. Voyez-vous, c'est une manière d'avoir automatique, mais voilà, d'avoir une retraite, une retraite parfaite. Et puis, c'est par ce biais-là que le roi peut utiliser le conseil privé du roi pour donner ensuite des instructions à l'ensemble des branches de l'État. Donc, il va demander au juge de la Cour suprême, par exemple, de rendre telle ou telle décision. Il va le faire lors d'une cérémonie. Ce sera tout à fait dissimulé. C'est-à-dire que ce n'est pas une instruction directe où le roi va dire « Bon, alors, sur cette affaire, il va falloir dissoudre tel parti ou il va falloir condamner tel politicien ». Il aura cette cérémonie de mise en place des hommes au conseil privé du roi, et puis il fera un discours assez cryptique, mais tout le monde aura compris que voilà, dans cette décision à la Cour suprême, il faut rendre tel jugement. Les militaires auront compris qu'il faut agir de cette manière-là, etc., etc. Donc l'ensemble de cet édifice, il passe aussi par des institutions. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus que la personnalité du roi, c'est pour ça que je fais partie de l'école de la continuité plutôt que de l'école de la rupture, c'est de voir comment les institutions thaïlandaises, elles créent des monarques qui sont irresponsables, intouchables, et elles leur donnent les moyens justement de maintenir cette tutelle sur le pays. Si on prend l'exemple de Thaksin Shinawatra. Thaksin Shinawatra, c'est ce Premier ministre qui a été élu en 2001 et réélu avec un nombre de voix record. Et il était très populaire parce que justement, il était considéré comme non seulement très fort économiquement, donc il était très proche des oligarques, mais je voudrais utiliser non pas le mot oligarque, mais milliardaire, pour qu'on voit bien que c'est quand même assez répandu en France comme en Thaïlande de s'entourer de milliardaires lorsque l'on gouverne. Et donc cette volonté du roi s'est heurtée à celle de Thaksin, qui était proche des milliardaires et en même temps qui avait un soutien dans la population. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu un coup d'État militaire en 2006 contre Thaksin, qui a été soutenu par le roi. Alors dire que ça a été soutenu par le roi, c'est passible de lèse-majesté. Néanmoins, vous avez un livre, le premier livre qu'il a fait, et la personne a été interviewée dans le documentaire, c'est Paul Henley, dans lequel il fait 2 allégations. La première, ce serait que le roi Rama IX est monté sur le trône de manière illégitime à la mort de son frère, qui n'aurait pas forcément été accidentelle. Et deuxièmement, qu'il a soutenu le coup d'État militaire de 2006 contre Thaksin, c'est-à-dire qu'il a participé directement à la dépossession
des Thaïlandais. Parce qu'on les entend quand même dans ce documentaire, les opposants à Ramadis, à l'actuel roi. On entend des opposants qui seraient en danger, qui seraient menacés. Est-ce que ce roi est quand même en train d'abîmer l'esprit monarchique de la Thaïlande et de soulever des contestations un peu inédites dans le pays ? Est-ce qu'il est en train d'abîmer l'esprit monarchique ? D'abord, l'époque n'est plus la même que celle de son père. L'époque change. Les exigences des Thaïlandais sont différentes. Le besoin de transparence et les outils technologiques qui prêtent à la transparence. Donc, et l'information circule bien plus largement. Donc, il a plus de pression sur lui, ce roi-là, qui en plus, on l'a vu, a pu avoir des comportements assez excentriques, controversés. Il a beaucoup plus de pression, je dirais l'air du temps lui met beaucoup plus de pression que sur son père. Tout simplement parce que la société thaïlandaise, je le répète, est une société ouverte. Donc ça, c'est une réalité. Est-ce que la fidélité à la monarchie en est affectée ? Au jour d'aujourd'hui, à l'institution monarchique, je ne le pense pas. Je ne le crois pas. Je crois qu'en revanche, c'est pas quelque chose d'intangible. C'est pas parce qu'il y a la monarchie qu'elle va durer. Les Thaïlandais, et la meilleure preuve, c'est ce que Jenny a dit, c'est que lorsqu'on leur demande de voter, ils votent très majoritairement, ou en tout cas largement, pour un parti, d'ailleurs composé beaucoup de jeunes politiciens, qui réclament l'abolition ou la réforme du code pénal, de la Constitution et du crime de lèse-majesté. Donc tout ça évolue. Par contre, la grande question qu'on peut se poser, à mon sens, il y en a deux. D'abord, est-ce que la monarchie va savoir en Thaïlande accompagner ces évolutions sociales ? Et là, c'est pas la spécificité de la Thaïlande. Et puis le deuxième élément, et ça aussi c'est social, c'est quand même une demande d'égalité. On parle beaucoup d'inégalité dans le monde aujourd'hui. Eugénie parlait des milliardaires, moi je parlais des oligarques. Il est évident que dans la société d'aujourd'hui, avoir une coterie, une élite associée à la monarchie qui s'enrichit en permanence, alors que la classe moyenne thaïlandaise, qui a été la grande réussite de ces 50 dernières années, l'émergence d'une classe moyenne en Thaïlande, eh bien, elle subit des difficultés. Il va falloir aussi pondérer ces inégalités. Parce qu'il est l'un des dirigeants les plus riches du monde. Et bien évidemment, le focus sur le patrimoine de la monarchie, il y a toujours eu des questions sur ce sujet. Moi, depuis que j'ai commencé à aller en Thaïlande dans les années 80, j'entendais à bas bruit, à voix basse, les questions des Thaïlandais sur le patrimoine du roi, sur la richesse du roi. Maintenant, précisément, ça nous ramène aux réseaux sociaux, il y a des images, il y a des informations, et donc il faut que la monarchie s'accommode. C'est l'égalité, c'est la transparence, et c'est aussi une participation réelle au pouvoir, et c'est ce que réclame le parti Orange, qui, lors des prochaines élections anticipées qui devraient avoir lieu au printemps, est quand même donné largement favori, il faut le dire. Voilà un pays où la monarchie est très puissante, on vient de l'expliquer, mais où le parti donné comme potentiel vainqueur du scrutin, c'est le parti qui met la monarchie au défi. Jusqu'à mettre en danger l'esprit monarchique ? Alors je voudrais rebondir donc, sur les manifestations inédites. Elles ont eu lieu. C'était en 2020 pendant le Covid. Donc à la suite de la dissolution du Parti Orange, donc le Parti Orange a été dissous déjà 2 fois. Une première fois en février 2020, juste après les élections de 2019, où il était arrivé deuxième. En tout cas, il a fait une large percée alors qu'il avait été créé en 2019. Et il était très populaire. Il a été dissous pendant le Covid par la Cour constitutionnelle et ça a déclenché des manifestations monstres de la jeunesse dans tout Bangkok et même plus largement dans le pays. Alors je me souviens très bien, à l'époque, j'étais allée voir ces manifestations et on voyait des slogans qu'on n'aurait jamais pu imaginer, ne serait-ce que 2 ans auparavant. Des slogans qui sont passibles de lèse-majesté, c'est-à-dire des slogans ouvertement républicains d'une part, donc très politiques, et puis d'autres qui étaient des insultes et des injures très très directes et très très violentes à l'égard du roi. Et ça, on n'aurait jamais pu imaginer ça avant, et donc vous avez toute une partie de la jeunesse qui s'est radicalisée dans un sens, c'est-à-dire qui a ouvertement adopté des positions républicaines, et ça ne se dément pas en effet lorsque l'on regarde les résultats des élections du Parti Orange aux élections de 2023 et peut-être aux élections, sûrement d'ailleurs, de 2026. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, sur les classes moyennes. Alors les classes moyennes, c'est intéressant parce qu'en Asie du Sud-Est, justement, on a beaucoup de classes moyennes qui ont émergé à la faveur de la démocratisation dans les années à la fin des années 90, le printemps asiatique. Mais ces classes moyennes, elles ont souvent été très contingentes, c'est-à-dire que leur attachement à la démocratie a été assez volatile et souvent, elles ont soutenu les coups d'État militaires. Ça s'est passé aux Philippines et ça s'est passé en Thaïlande aussi. En 2006, les classes moyennes, majoritairement éduquées de Bangkok, etc.,
ont soutenu le coup d'État militaire de 2006. Elles sont descendues dans la rue pour donner des fleurs aux militaires, pour se prendre en photo, en selfie devant les tanks, etc. Et ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, les classes moyennes de Bangkok, exactement les mêmes qui étaient allées dans la rue en 2006 pour donner des fleurs aux militaires, elles votent pour le parti Orange. Et à Bangkok, si vous regardez les résultats des élections de 2023, tout Bangkok est orange. Donc ça laisse à penser, et moi je pense que la rupture elle se situe ici, ça laisse à penser que demain l'armée ne peut plus faire un coup d'État militaire en Thaïlande, ou alors ce sera un coup d'État extrêmement violent qui sera le dernier coup d'État militaire, et donc in fine la monarchie sera fragilisée parce que son véritable garde-fou c'est le coup d'État militaire avec le coup d'État de la Cour constitutionnelle, le coup d'État judiciaire qui est un peu le coup d'État militaire 2.0, sauf que le coup d'État de la Cour constitutionnelle, s'il n'y a pas l'armée derrière, finalement c'est pareil, il risque d'échouer. Alors justement, il nous reste quelques minutes. Ramadis vient tout juste de perdre sa mère, celle que l'on surnommait la Jackie Kennedy d'Asie, décédée le 24 octobre dernier à l'âge de 93 ans. Le roi a d'ailleurs chargé l'ensemble des membres de la famille royale d'observer 1 an de deuil. Le roi, lui, est âgé de 73 ans et le palais n'a pas encore confirmé sa succession. Pour rappel, il a 7 enfants, de 3 femmes différentes, mais il a renié 4 de ses fils. L'histoire qui s'écrira après lui n'est pas encore bien claire. On va en parler quelques minutes juste après cet extrait. La monarchie thaïlandaise fait face à une crise de succession, car la personne la plus susceptible d'hériter du trône, le prince Dipankorn, est clairement atteint de troubles autistiques, ou en tout cas d'un trouble du développement. Si Dipankorn devient l'héritier, il va avoir besoin d'aide. Il est possible qu'il devienne la marionnette de l'armée. Et l'équilibre du pouvoir ira de la monarchie à l'armée. Et ce sera ma dernière question et votre conclusion. Est-ce qu'on va vers une crise de succession en Thaïlande, d'après vous ? C'est évidemment possible, bien sûr. Toutes les monarchies sont soumises à ce fait qu'elles sont héréditaires et que par conséquent, à un moment donné, vous pouvez avoir un problème. Il est évident que là, c'est compliqué. On a cru à un moment donné, parce que 2 fils du roi revenus des États-Unis étaient en Thaïlande ces derniers mois et ils en sont repartis dans des conditions assez précipitées qui laissent entendre qu'il y a sans doute eu un désaccord. Moi, je focaliserai... peut-être parce qu'elle est en France, sur la princesse Sirivanvari, dont je pense, si on regarde la manière dont elle est exposée, les événements auxquels elle prend place, qu'elle a la confiance de son père, aujourd'hui. Je ne dis pas qu'elle va lui succéder, je dis simplement qu'il me semble que là, elle est un peu accréditée pour le moment d'une forme d'avenir de la monarchie. À quoi va-t-elle ressembler ? Ce qui est certain, mais c'est logique, c'est que le roi de Thaïlande actuel, Ramadis, il est sans doute conscient de la difficulté qui se pose, mais rappelons quand même, je le dis, qu'il y a quelques années en arrière, quelques décennies en arrière, beaucoup s'interrogeaient sur la succession du roi Rama IX à Ramadis, le roi actuel. Beaucoup prédisaient que peut-être d'ailleurs cette succession n'aurait pas lieu, et finalement tout s'est passé calmement, calmement, avec stabilité dans un contexte thaïlandais. La réalité, c'est que c'est une monarchie qui a résisté à des choses absolument énormes, les insurrections communistes dont on a parlé, la guerre du Vietnam qui était un séisme colossal, ça se passait, lisez par exemple les articles de Paris Match, je cite ce titre, à la suite de la chute de Saigon en 1975, quand les communistes se sont emparés de Saigon au Vietnam, tout le monde pariait sur l'écroulement de la Thaïlande et le fait que les communistes allaient arriver en Thaïlande pour prendre le pouvoir. Ça n'a pas eu lieu, ça veut donc sans doute dire à mes yeux qu'il y a une résistance intrinsèque de ce système, parce qu'il est thaïlandais, parce qu'il correspond peut-être à un esprit thaïlandais, mais il est évident que tout ça passe par des hommes et des femmes, et que quand ils font défaut, ça devient très compliqué. Pour conclure, Eugénie Merriot ? Oui, la même remarque, c'est-à-dire que la crise de succession, on nous l'annonce depuis toujours, c'était la crise de succession entre Rama IX et Ramadis. Mes propres recherches dans les archives ont montré que toute l'élite autour de la monarchie a essayé de trouver un substitut à Ramadis, et ça a d'ailleurs été l'idée derrière le fait de transférer toute une série de compétences de pouvoir de veto à la Cour constitutionnelle, donc c'est-à-dire que cette démocratie tutélaire, on a décidé de la confier plutôt à la Cour constitutionnelle qu'au roi. Bon, ça a été un échec parce que le roi finalement a pu prendre son émancipation et mettre la Cour constitutionnelle et l'armée sous tutelle dans une certaine mesure. Est-ce que demain, la même chose ne se reproduira pas ? En quoi Dipankorn est moins apte que son père ? C'est une véritable question, parce que son père avait vraiment aucun des atouts pour pouvoir maintenir cette monarchie. En tout cas, il semble que l'horizon
que nous dessine la jeunesse thaïlandaise est plutôt celle d'une fin de la monarchie. Et c'était passionnant, merci. Je pense que beaucoup de gens ont découvert les coulisses du pouvoir thaïlandais. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission spéciale Regard croisé, vous l'aurez compris. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme chaque semaine, émissions et documentaires à retrouver en replay sur notre plateforme publicsena.fr. À très vite, merci.